Bonjour tout le monde et je m'adresse spécialement aux élèves de la troisième année du collège pour vous proposer une activité d'évaluation diagnostique que vous avez sur votre manuel parcours, les pages 7, 8 et 9. Et je commence par la première activité qui vise à tester votre niveau en lecture. Donc, on vous demande tout simplement de lire le poème proposé. C'est un poème de Victor Hugo qui est extrait du recueil Les Contemplations. Le poème est intitulé Demain dès l'aube. Donc, on vous demande de lire le poème d'une manière expressive. Bien sûr, la lecture d'un texte poétique diffère de la lecture de n'importe quel autre genre littéraire. Pour moi, je ne vais pas me contenter de lire tout simplement le poème, je vais aussi l'expliquer et je commence par le titre Demain dès l'aube. Alors ici, nous avons une précision du moment. Demain, c'est le futur. Dès l'aube, c'est le matin ou bien le lever du jour. Demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne. Donc on a repris encore une fois le moment. Le titre n'est qu'une partie du premier vers. Je partirai, le verbe partir est conjugué au futur. Donc Victor Hugo a un projet en tête, c'est un projet de voyage. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Ici, il utilise le tu, donc on a le tutoiement. C'est-à-dire qu'il s'adresse à quelqu'un de très proche. Mais cette personne, la personne à qui il s'adresse, c'est une personne inconnue. Nous, en tant que lecteurs, on ne sait pas de qui s'agit-il. Inconnu pour nous, bien sûr. Donc, est-ce que c'est sa bien-aimée? Est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? On va le savoir après. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Et demeurer, ça veut dire rester. Alors là, Victor Hugo est en train de tracer le chemin, bien le trajet qu'il va parcourir pour rejoindre la personne à qui il s'adresse. La deuxième strophe maintenant. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Alors dans ces deux vers-là, le poète est prêt à poursuivre son voyage sans se laisser distraire par son entourage ou bien par son environnement. Donc, autrement dit, aucun événement ne mettra fin à son projet. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Donc on a une expression des sentiments très claire dans ces deux vers-là. Le poète se sent seul, inconnu, et il est triste. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, et l'or du soir c'est le soleil couchant, ni les voiles ce sont les bateaux à voile, au loin descendant vers Harfleur. Harfleur, on parle du port de Harfleur. Et Harfleur, c'est une ville française. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe, la tombe ou bien le tombeau, c'est là où on enterre les morts, un bouquet de houx, vert et de bruyère en fleurs. Donc c'est vers la fin du poème qu'on va se rendre compte que Victor Hugo s'adresse à une personne morte et il part la retrouver dans sa tombe. Donc il se dirige ou bien il se rend dans un cimetière pour mettre des fleurs sur la tombe de cette personne morte. Et si on fait une recherche sur les événements qui ont marqué la vie de Victor Hugo, donc on va comprendre qu'il s'adresse à sa fille Léopoldine, morte il y a très longtemps dans un accident de bateau très grave. Voilà pour la première activité. On passe maintenant à la deuxième et je lis la consigne. Lisez silencieusement le texte suivant, puis répondez aux questions. Donc nous avons un ensemble de questions sur le dos de la page et pour pouvoir y répondre, on doit tout d'abord lire et comprendre l'extrait. L'extrait est sous forme d'un dialogue. Donc nous avons un extrait tiré d'une pièce théâtrale. La pièce, elle est comique
Et le titre de cette pièce, c'est Le tailleur fou. Le premier personnage, c'est le tailleur fou. Et juste à côté du personnage, nous avons une didascalie. Donc, on n'a pas de réplique au début. On a tout simplement une didascalie. La preuve, c'est qu'elle est écrite, la phrase, elle est écrite en italique et elle est mise entre parenthèses. La pancarte tailleur est face au public. Donc, on précise le lieu avec le décor, bien sûr. Donc, nous avons un magasin et l'élément qui confirme qu'on est dans un magasin, c'est la pancarte. La pancarte, c'est le panneau où on a écrit tailleur. Le tailleur fait les 100 pas sur la scène, arrive le client. Donc, on a les attitudes ou bien le comportement, les gestes tout simplement des deux personnages. Le client qui va prendre la parole. Bonjour monsieur, je voudrais une veste. Le tailleur, bien sûr monsieur, je prends tout de suite vos mesures. Donc ici nous avons deux répliques et après les deux répliques nous avons une deuxième didascalie mise entre parenthèses. Le tailleur prend la règle et mesure n'importe quoi, n'importe comment, longueur des jambes, tour de taille, air étonné du client. Alors à partir de cette deuxième réplique, on comprend que le tailleur n'est pas normal. Il ne maîtrise pas son travail, ce qui a provoqué l'étonnement ou bien la surprise du client. Je termine la lecture. Parfait, j'ai toutes les mesures. Je vais pouvoir vous faire une belle veste. Si tu veux, je peux te la faire en peau d'éléphant. Dans cette réplique-là, le tailleur, pour s'adresser au client, il utilise dans un premier temps le vous et dans un deuxième temps le tu. Donc, ce qui prouve qu'il n'est pas normal du tout. Il est un peu fou. Le client. Non, merci. Les éléphants, je préfère les voir en liberté. Je préférerais une veste normale, en tissu. Une veste comme tout le monde, quoi. Ici, le client refuse la proposition du tailleur. Il ne veut pas une veste en peau d'éléphant, il veut tout simplement une veste en tissu. Le tailleur. Parfait. Alors ici, je vais mettre une manche verte. Il montre en même temps qu'il propose. Et là, une manche jaune. Au milieu, nous aurons quelques rayures mauves avec des points roses et blancs. Qu'en pensez-vous? Donc voilà une deuxième suggestion, une deuxième proposition. Et il attend l'accord ou bien le consentement du client. On va voir est-ce que le client va accepter la proposition du tailleur ou non. Eh bien, c'est un peu trop coloré. Je n'ai pas envie d'avoir une veste de clown pour aller travailler. Je veux une veste grise, une veste normale quoi. Le tailleur, parfait, elle sera donc grise. Grise ici, il montre, grise là, grise ici, il montre tous les endroits de la veste. Le client qui commence à s'énerver, ça c'est une didascalie. Oui, bon, elle sera grise partout. Le tailleur, parfait, grise partout. Voulez-vous des poches? Le client, bien sûr, une veste ça a toujours des poches. Le tailleur, parfait, alors je vais vous mettre une poche là, sur la poitrine, et une ici, sur une manche, et puis une dizaine de poches dans le dos. Alors, on n'a jamais vu une veste avec des poches dans le dos ou bien sur la manche. Cela prouve aussi que le tailleur est fou. Le client à part. Nous avons ici un aparté, c'est-à-dire une réplique prononcée par le personnage à part et aussi à voix basse d'une manière à ce que seulement le public l'entende. Il commence à m'énerver ce tailleur. Il est fou, ce tailleur est fou. Le tailleur. Je me mets aussitôt au travail. Il pousse le client hors de la scène. Revenez la semaine dernière. Et on fait attention à cette phrase-là. Revenez la semaine dernière et non pas prochaine. Elle sera prête et nous pourrons la manger. Une veste qui va être mangée par le tailleur et le client.
et nous pourrons la manger ensemble. Au revoir, madame. Il est en train de s'adresser à un homme en utilisant la formule de politesse madame. Bon voyage, bon appétit et bonne nuit. Voilà, c'est la dernière réplique qui confirme une fois pour toutes que le tailleur est vraiment fou. On tourne la page maintenant. On a quelques questions auxquelles on va répondre. On commence par les questions de compréhension. La première, cocher la bonne proposition. Ce document est un article journal, un poème ou bien un extrait de théâtre. On va cocher la dernière proposition. C'est un extrait de théâtre parce qu'il est présenté sous forme de dialogue. On a un échange de paroles entre deux personnages. La scène se passe chez un médecin, à la maison ou bien chez un tailleur. Donc toujours la dernière ou bien la troisième proposition, c'est au niveau de la première didascalie qu'on a la justification. La pancarte tailleur est en face ou bien est face au public. Donc le lieu, c'est chez un tailleur. Il s'agit d'une scène comique ou bien tragique. Bien sûr, c'est comique, c'est déjà mentionné au début, et aussi parce que l'extrait suscite le rire. Deuxième question. Complétez le tableau suivant à partir du texte. Et la première des choses à relever, c'est la source du texte, c'est-à-dire le titre du livre, et non pas le titre de la pièce, le titre du livre d'où on a tiré la pièce théâtrale. Donc, c'est mentionné en bas, c'est Petite comédie pour enfants. Le nom de l'auteur, c'est Christian Lamblin. L'édition, c'est Retz. Et les personnages, nous avons le tailleur fou et le client. Troisième question, relevez dans le texte une phrase qui montre que le tailleur est fou. Une phrase et non pas la phrase, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phrases dans l'extrait qui montrent que le tailleur est fou. Mais je vous propose la dernière. Donc, on peut dire, revenez la semaine dernière, elle sera prête et nous pourrons la manger ensemble jusqu'à la fin de la réplique. On passe maintenant à la langue et communication. La première question, relevez dans le texte une phrase où le tailleur propose quelque chose au client. Donc, je vous donne à titre d'exemple la phrase suivante. Si tu veux, je peux te la faire en peau d'éléphant. La phrase où le client refuse quelque chose, non, merci, les éléphants, je préfère les voir en liberté. Et la phrase où le client accepte quelque chose, bien sûr, une veste, ça a toujours des poches. Deuxième question maintenant, relevez les pronoms personnels que le tailleur utilise pour s'adresser au client. Et je l'ai déjà mentionné, donc dans une même réplique, il a utilisé deux pronoms personnels, le vous et le tu. Précisez le pronom personnel le plus adapté à la situation, c'est le vous. Et justifiez votre réponse parce que la relation entre les deux est une relation formelle, c'est une relation de travail. Et aussi, c'est par signe de respect. Donc, le tailleur doit montrer un peu de respect pour le client. C'est pourquoi il doit utiliser le vous et non pas le tu. Troisièmement, repérez dans le texte une formule de politesse que le tailleur utilise pour s'adresser au client. Donc, la formule de politesse, c'est monsieur. Bien sûr, il a utilisé madame vers la fin, mais la formule de politesse qui convient à la situation, c'est monsieur. Quatrième question. Indiquez le niveau de langue ou registre de langue utilisé dans chacune des phrases suivantes. Nous avons trois registres de langue. Le registre familier qu'on utilise entre amis. C'est un registre qui est connu par le non-respect des règles de syntaxe, aussi par l'utilisation de l'abréviation, des sigles, de la répétition et aussi par la suppression de ne dans la négation. Le deuxième registre, c'est le registre courant.
qu'on utilise dans la vie courante de tous les jours, par exemple à l'école ou bien au travail. Il se caractérise par le respect des règles de syntaxe et aussi par l'utilisation d'un vocabulaire qui est simple à la portée de tout le monde. Le troisième registre, c'est le registre soutenu. C'est un peu recherché et on le trouve surtout dans les écrits littéraires. Alors pour la première phrase ici, bien sûr, une veste, ça a toujours des poches. Alors ici, nous avons le registre familier parce qu'on a la répétition. Ça renvoie à la veste. Deuxième phrase. Bonjour monsieur, je voudrais une veste. Nous avons le registre soutenu parce qu'on a utilisé la formule de politesse monsieur et parce qu'on a aussi utilisé le conditionnel présent. Je voudrais une veste. Pour la dernière phrase, c'est le registre courant. Ici, je vais mettre une manche verte. Donc, c'est très simple, facile à comprendre. Pour la cinquième question, cochez la bonne réponse dans le tableau suivant. Nous avons deux énoncés, deux phrases. Alors, on va voir dans quelle phrase nous avons un jugement favorable, c'est-à-dire positif, et dans quelle phrase nous avons un jugement défavorable, négatif. Alors, c'est un peu trop coloré. Je n'ai pas envie d'avoir une veste de clown. C'est un jugement défavorable. Le client n'est pas satisfait et il n'accepte pas la proposition du tailleur. La deuxième phrase ou bien le deuxième énoncé, votre veste est superbe. Nous avons le mot superbe, l'adjectif qualificatif superbe, donc c'est un jugement favorable. Et on arrive à la conjugaison, classée dans le tableau ci-dessous, les verbes soulignés dans les phrases suivantes. Alors, pour le tableau, on doit tout d'abord relever le verbe tel qu'il est, c'est-à-dire conjugué. Le mode, est-ce que c'est le mode infinitif? Est-ce que c'est le mode subjonctif, impératif, ainsi de suite? L'infinitif du verbe et le groupe. On commence par la première phrase. Le verbe, c'est voudrait. Il est déjà souligné. Je voudrais une veste. Donc, voudrais. Le mode, c'est le conditionnel. L'infinitif, c'est le verbe vouloir. Et le groupe, c'est le troisième groupe. Deuxième phrase. Je vais pouvoir vous faire une belle veste. Verbe, c'est le verbe pouvoir. Le mode, c'est l'infinitif. Donc, dans la troisième colonne, on écrit le verbe tel qu'il est, pouvoir. Et le groupe, troisième groupe aussi. Troisième phrase. Revenez la semaine dernière. Le verbe revenez. Le mode, c'est l'impératif. On donne un ordre ici. Revenez la semaine dernière. L'infinitif, c'est revenir. Le groupe, troisième groupe. La dernière phrase. Je veux que ma veste soit jolie. Le verbe soit. Le mode subjonctif. L'infinitif, c'est être. C'est le verbe être. Et le groupe, c'est un verbe auxiliaire. Et on arrive maintenant à une activité qui a un rapport avec le thème de la période, à savoir la correspondance. Donc, on a ici une petite lettre, on va la lire et par la suite, on va dégager ses paramètres situationnels, c'est-à-dire la situation de communication en rapport avec cette lettre. Donc, nous avons en haut la date et le lieu d'émission ou bien d'écriture. Donc, le lieu, c'est Paris et la date, c'est le 5 mai 2009. Chère maman, c'est la formule d'appel. Et après la formule d'appel, nous avons le corps de la lettre. Je t'embrasse très fort. Tu me manques beaucoup. J'ai hâte de te voir. Ici, je suis bien installée dans un petit appartement proche de mon école. Son loyer est un peu cher, mais il me fait gagner l'argent du transport et beaucoup de temps. Je vais venir au Maroc pendant les vacances prochaines, dans 22 jours. En attendant, je t'embrasse très fort. Passe mon bonjour chaleureux à mon père et à ma sœur. La signature
tuhami. Après avoir lu la lettre, on va dégager ses paramètres situationnels. Qui a écrit? Qui est l'expéditeur ou bien l'émetteur de cette lettre-là? C'est Tuhami. La justification, donc il a mentionné son prénom au niveau de la signature. La signature. À qui a-t-il écrit? À sa maman. La justification, chère maman. Quand? Le 5 mai 2009. La justification, c'est au niveau de la date d'émission. Où est-il? À Paris. La justification se trouve aussi au niveau du lieu d'émission. De quoi parle-t-il? Il donne de ses nouvelles à sa famille. La justification, donc vous allez prendre quelques phrases du corps. Je suis bien installé et aussi je vais venir au Maroc pendant les vacances prochaines. Donc il donne de ses nouvelles à sa maman et aussi à sa famille. La deuxième question. À quoi renvoie ici dans la lettre? Ici renvoie à Paris. À quelle date correspond le début des vacances? Tuhami a écrit la lettre le 5 mai et les vacances commencent dans 22 jours. 22 plus 5, ça donne 27. Donc, les vacances commencent le 27 mai 2009. Quelle est la formule d'appel utilisée dans cette lettre? La formule d'appel, c'est chère maman. Et on termine avec cette dernière question qui a un rapport avec votre projet qui porte sur l'environnement. Donc, parmi les mots de la liste suivante, soulignez ceux qui appartiennent au thème de l'environnement. On commence par le premier mot, écosystème. Donc, c'est le système en rapport avec l'écologie. L'écologie, c'est la nature. Donc, écosystème, c'est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en interaction avec son environnement ou bien avec le milieu. Donc, c'est un mot qui appartient au thème de l'environnement. Entourage, non. Donc, l'entourage, ce sont les personnes qui nous entourent. Donc, ça n'a rien à voir avec l'environnement. Troisième mot, parenté. On dit ils ont un lien de parenté, ça veut dire qu'ils appartiennent à la même famille. Donc, ça n'a rien à voir aussi. Écotourisme, c'est le tourisme basé sur la nature. Tourisme, éco c'est écologie. Écologie, c'est le synonyme de nature. Donc, c'est le tourisme basé sur la nature. Je vais souligner le mot. Immédiat, c'est un adjectif qui signifie soudain ou bien instantané, sur le champ. Donc, ça n'a rien à voir. Flore, c'est l'ensemble des plantes. Donc, je vais souligner le mot. Changement climatique, les changements ou bien les modifications en rapport avec le climat. Donc, je souligne le mot. Énergie propre ou bien énergie verte. Ce sont des énergies produites par la nature et qui réduisent aussi le taux de la pollution. Donc, le mot appartient au thème de l'environnement. Je le souligne. Maison, ça n'a rien à voir. Écologie, je viens de le dire. Écologie, c'est le synonyme de nature. Donc, je le souligne. Tous ces mots, vous allez les revoir au cours de ce premier semestre, comme vous allez revoir aussi la correspondance, la lettre, et aussi les registres de langue. Pour la conjugaison, vous en aurez besoin pour le deuxième semestre, surtout le conditionnel et le subjonctif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.